best we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Je t'aime, moi non plus. C'est ce qui résume le mieux les relations entre Napoléon, la Corse et les Corses. Philippe Perfettine revient sur ces rapports compliqués. Xavier Affre, lui, s'attaquera au film Impossible de Stanley Kubrick sur la vie de l'empereur. Et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Philippe Perfettine, bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Philippe, vous êtes animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio, en charge du projet napoléonien. Oui. C'est bien ça. Alors l'idée, je schématise bien sûr, c'est de valoriser l'image de Napoléon Bonaparte et de positionner Ajaccio en tant que cité impériale de fait. Oui, elle n'a pas besoin d'être positionnée, elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Voilà. Mais dans l'esprit des habitants et dans l'esprit des visiteurs, il y a effectivement une politique qui est montée sur la base de projets socio-éducatifs pour la population locale, des projets d'aménagement urbain pour la population locale et le visiteur, et des projets de développement touristique pour le visiteur. Voilà. C'est construit comme ça. C'est construit comme ça. Alors si on a tous plus ou moins en tête les hauts faits de Napoléon, d'abord en tant que militaire, puis en tant qu'homme d'État, n'en déplaise à Xavier Affre, ici présent, sa relation à la Corse est moins connue, y compris par les Corses eux-mêmes. Oui. Et les idées reçues sont assez tenaces. On a l'idée de Napoléon qui a laissé 2-3 noms de rues, 2-3 monuments, les arrêtés Mio, et puis voilà quoi. C'est un peu plus complexe que ça, parce que Napoléon est mort à 51 ans. Il y a 24 années de sa vie qui se passent en Corse ou pour la Corse. Après, pendant son pouvoir, il y a une politique pour la Corse. Donc c'est quand même important. Maintenant, ce qu'il en reste, c'est pas grand-chose, en effet, parce que malgré le fait qu'il y ait eu, je crois que c'est 75 000 bouquins publiés sur lui, la part consacrée à Ajaccio et à la Corse est assez faible. Et donc, du coup, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais il y a eu beaucoup de choses. On passe sur ces années de formation, hein, peu importe, mais lorsqu'il est au pouvoir, il y a deux choses à retenir. D'abord, on va commencer par la mauvaise, tiens, pour te faire plaisir, Xavier. C'est l'aberration de la nomination du général Morand pendant 8 ans. Ça, c'est le côté catastrophique. Oui, ça, c'est pas une réussite. Non, vraiment que pas. beaucoup ont retenu. Mais avant, il y a eu la mission de Mio avec, c'est étonnamment d'actualité, la construction d'un statut spécifique à la Corse pour qu'elle rattrape son retard sur les autres régions françaises. Oui, ce qui est avec des avantages fiscaux, enfin tout un truc. une résonance particulière en plus avec l'actualité. Oui. On peut dire ça comme ça. Un peu. Alors, avant d'avoir Napoléon, il y a aussi les Bonaparte. Surtout les Bonaparte. C'est une famille d'immigrés Oui. qui gravit lentement mais sûrement l'escalier social, on va dire ça comme ça. Le premier Bonaparte arrive par Bastia dans le courant du XVe siècle. Et puis après, c'est Francesco Bonaparte qui s'installe, le premier à s'y installer vraiment à Ajaccio en l'occurrence. C'est Francesco en 1514, semble-t-il. Et tout doucement, par des jeux d'alliance, la famille va croître et, avec le succès qu'on connaît. Alors, Napoléon, il part très jeune. 10 ans. 10 ans. Il a 10 ans. Oui, il part à 10 ans parce que, et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez cette famille, c'est cette obsession pour l'éducation. Sans éducation, c'est garanti, on ne peut pas réussir, on n'a pas d'autre choix que des métiers ingrats. Et comment on appelle ça l'obsession de Charles Bonaparte, c'est que ses enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, en l'occurrence sur le continent. Et ce sera le cas pour Napoléon. Et c'est là où il idéalise, où il fantasme la Corse. Oui, il est loin, il est déraciné, c'est une espèce de migrant malheureux à l'époque, puisqu'il atterrit en plein hiver dans l'est de la France. Et on se moque de lui, ses origines géographiques, ses origines sociales, son accent, son prénom.
Donc il est seul, il l'écrit, je n'avais pas d'amis. Les livres étaient mes seuls amis, je vivais comme un ours. Magnifique. Il rêve de la Corse, une Corse fantasmée, un Pascal Paoli fantasmé qui est son père spirituel. Et on rêve de Corse, on rêve de faire carrière en Corse, de rentrer en Corse vite, loin Donc, un texto de ces Français qu'il déteste. C'est ça. Il écrit quelque chose de très fort. Si je vous dis « Je naquis quand la patrie périssait », Oui. Ça, c'est la lettre écrite à Pascal Paoli. Je naquis quand la patrie périssait. Oui, ces idéaux romantiques d'un adolescent. il fait référence à Ponteno. À Ponteno, absolument. Ouais. Une construction. Il s'est créé sa propre mythologie sur la Corse, le déraciné qui veut absolument revenir et qui idéalise sa patrie pour y prendre racine après et y faire carrière. Alors, il y revient en 88, 89. Il va revenir plusieurs fois. Au moment de la Révolution. De la Révolution. Et c'est lui qui importe un petit peu l'idée ou l'esprit révolutionnaire en Corse, puisqu'il sillonne d'Ajaccio à Bastia tous les villages ou les bourgs, on va dire. Absolument. Après, c'est assez conforme à son tempérament. Là, il est en pleine ébullition. Ça correspond parfaitement à ce qui se passe sur le continent. C'est la Révolution, dans sa tête aussi. Oui, mais sauf qu'en Corse, finalement, c'est plutôt calme. Et oui, parce que c'est quand même loin. Et surtout, il ne faut pas oublier que ces gens, les Bonaparte, sont d'immenses pragmatiques, malgré le jeune âge et malgré quelques élans romantiques. Ils voient dans la Révolution le moyen pour pragmatique ou opportuniste, Philippe? Pragmatique. Pragmatique, c'est mieux. D'accord. Ils voient dans la Révolution le moyen de passer à travers les schémas qui pour eux sont archaïques de la France d'Ancien Régime et hop, de se faufiler là-dedans et de se faire une place au soleil. Là aussi, ce sera plutôt réussi. À quel moment, datez-vous la rupture entre Napoléon et la Corse? Est-ce que c'est Paoli, le déclencheur qui va faire basculer et le destin de Napoléon et la relation entre Napoléon et la Corse? Non, le déclencheur, c'est le comportement des Bonaparte, une famille et lui-même qui fomente sans cesse, comme ça a été dit à l'époque, pour prendre tout ce qu'il est possible de prendre, en s'attirant bien évidemment des ennemis. C'est pas les seuls à faire ça. Il y a plusieurs clans. Et le fait est qu'ils rompent politiquement avec Pascal Paoli et le cousin Pozzoli Borgo, qui va gagner le premier round et la première rupture, pas avec la Corse, mais avec une partie des Corses, c'est à ce moment-là. Plus que Napoléon qui se fâche avec la Corse, c'est la Corse qui le rejette quelque part? Une partie, parce que c'est ça qui est très rigolo dans ce qui se passe pendant cette époque jusqu'à 1815. Il s'en va avec perte et fracas en 93, on veut leur faire la peau, clairement. 6 ans après, il est devenu le général Bonaparte qui a rendu à la France le goût de la victoire. Là, il est accueilli comme un dieu. 1814, première abdication, le maire d'Ajaccio, qui avait été nommé à l'époque par l'empereur, fait jeter son buste à la mer. 1815, hop, en retraite à l'urgence. Bref, c'est terrible, des va-et-vient comme ça, de revirements d'attitude, de revirements politiques, alors qui déteste le plus l'autre. Vu la hauteur du personnage, il n'y a pas trop de côté pour la passion. On est vraiment dans l'efficacité la plus redoutable, trop souvent même. Et pour la Corse, voilà, une fois qu'il arrive au pouvoir, il y a un plan de développement, parce qu'il faut intégrer la Corse à la République, parce que la Corse est un palliatif aux colonies dans les Caraïbes, parce qu'on ne peut pas y aller, il y a les Anglais sur la mer, la Corse est à côté, on peut tout faire pousser. Ils l'ont découvert en revenant d'Égypte. Avec les savants, allez hop, on va faire comme ça. Comment on explique le choix du général Morand? Parce qu'il connaît l'homme. Il sait que c'est pas un tendre. Non, oui, effectivement, il le sait. Mais Napoléon non plus, c'est pas un tendre. Certes. Du tout. Ça, il faut en être conscient. Je l'apprécie beaucoup. Nous sommes très amis, mais je connais ses défauts. Et Morand était arrivé avec Mio, enfin un peu plus tard que Mio, pour s'occuper... Pour l'épauler dans sa mission. Dans la mission de Mio, mais le volet policier,
répressif, voilà, pas répressif. Millot s'en va, Morand obtient les pleins pouvoirs, c'est un militaire frustré. Je rappelle qu'au moment où ça se passe, 1803-1811, c'est le moment des grandes guerres napoléoniennes, et il y a un général qui est Morand, donc, qui est très loin de tout ça, donc très loin de la gloire. Il se laisse aller à quelques exactions, il est maître à bord, c'est lui qui rédige les rapports sur la sécurité de l'île à la fin de l'année, qui les envoie à son ministre de la police, donc il écrit à peu près ce qu'il veut. Et est-ce que Napoléon suit les affaires corses? Même de loin, mais est-ce qu'il les suit? Non. Non, il faut vraiment que ça arrive sur son bureau, comme l'histoire de Morand. Il faut des lettres qui passent par la sœur de Napoléon, par Fesch, par Lucien, pour que finalement ça atterrisse chez lui. Mais sinon, il y a un empire à gérer. On va dire qu'il est assez régulièrement sur le champ de bataille. On bâtit les fondations de la France d'aujourd'hui, hein. Donc, allez, qu'est-ce que c'est la politique insulaire dans la gestion d'un empire, d'un consulat et d'un empire entre 1799 et 1815? Après, il ne faut pas se voir plus beau et plus costaud que nous sommes. On reste une petite île avec peu de gens. Non, il y a des problèmes à régler, il y a une politique à mettre en place. L'histoire de Morand, c'est arrivé trop tard sur son bureau. Non, j'allais dire, c'est peut-être sans ça que c'est aussi pragmatique, Napoléon, c'est qu'il y a loin de là d'avoir de favoritisme pour l'île. Je pense qu'elle est directement intégrée, et je rejoins Philippe là-dessus, elle est directement intégrée dans l'Empire, et c'est la gestion d'un département parmi d'autres. Hein. Donc voilà, au moins on peut aller dans le sens de Napoléon et dire il ne l'a pas fait parce qu'on aurait pu. Hein. C'est peut-être ça qu'il lui est reproché, c'est qu'il n'a pas mis en avant peut-être de mesures spécifiques, même s'il a fait des choses, je suis d'accord, on l'oublie un peu, mais il n'a pas spécialement, même s'il tient compte, peut-être avec les arrêtés Millot, d'une certaine spécificité, je veux dire, il n'y a pas de spécificité par rapport à d'autres départements ou d'autres régions. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut que ce soit dynamique dans la France de Napoléon. Et l'histoire de Millot, c'est pas que les mesures fiscales. Le compte-rendu de Millot sur l'état de la Corse, les Corses sont pauvres, les Corses ne sont pas éduqués. Il y a, texto, un usage immodéré du stylet. Il y a des retards en termes de structure, de moyens de communication. Donc le plan de Millot, ça va être un développement urbain qui va permettre un développement économique, l'agrandissement du port de Bastia, la création du port d'Ajaccio, des mesures fiscales auxquelles nous avons été longtemps attachés, je le répète, parce que les Corses sont pauvres, ce n'est pas la peine de les assommer d'impôts encore davantage. Et, très rigolo, le moyen de mettre tout ça en place, une justice d'exception, c'est de mettre provisoirement la Corse en dehors de la Constitution républicaine, voilà, un statut d'exception, et le temps de la faire revenir dans le droit commun. Voilà. C'est ça le plan de départ. Qu'est-ce qu'il reste dans l'esprit, en tout cas, de l'héritage napoléonien en Corse? On se le réapproprie progressivement. Maintenant, il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça. Il restait de Napoléon pas grand-chose, parce que, en tout cas à Ajaccio, quand on posait la question, c'est moi en l'occurrence, qu'est-ce que vous savez de Napoléon? Empereur, guerre. Ok. D'accord. Donc on part de loin, on garde le côté violent parce que c'est le chef autoritaire, et le côté empereur parce que ça brille, c'est beau, c'est riche. Voilà. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui a permis de le réhabiliter? Mis à part votre travail, évidemment, Philippe. Est-ce qu'il est, en fait, totalement réhabilité dans l'esprit des insulaires? Je pense pas encore. Parce qu'il faut plonger dans les livres. Il ne faut pas s'arrêter à des clichés, parce que c'est un personnage gigantesque, et celui qui... Enfin, il y en a deux qui ont résumé ça parfaitement. Un qui le déteste, qui est Chateaubriand, il dit « Le monde appartient à Bonaparte », et Hegel, qui adore Napoléon, qui dit « J'ai vu passer l'âme du monde sur un cheval ». Donc c'est gigantesque. Donc il faut prendre du temps pour étudier tout ça. Alors justement, je ne désespère pas, voyez-vous, de voir Xavier épouser la cause napoléonienne. En attendant, vous nous parlez cinéma. Napoléonienne n'est pas bonapartiste. Donc...
vous appréciez. Je n'ai pas dit bonapartiste. Je vois. Faites des efforts. Donc, non, moi, j'avais envie de revenir sur un projet qui est à la mesure du personnage. Alors, c'est vrai que les adaptations de Napoléon, ou du moins les évocations de Napoléon au cinéma, sont assez nombreuses. Pas toujours très heureuse. Je pense à celle avec Christian Clavier, qui c'est les bronzés, voilà, c'est bronzé, le bronzé fait Napoléon. Enfin, en gros, si je résume à peu près, ce qui est assez insupportable. Mais là, c'est le projet Kubrick. Alors là aussi, quand on redécouvre, donc je suis venu avec une espèce de bille que je ne peux pas vous passer parce que non, c'est trop ça lourd. pèse énormément, voilà, mais c'est très beau par contre. Je vais la montrer, voilà. Je vais essayer de la montrer. Ça va vous muscler les bras. Non, voilà. Alors Kubrick s'est intéressé à Napoléon. Et on se dit que c'est normal que ces deux personnages se rencontrent à un moment donné, quand même. Deux mégalomanes, quand même. Enfin, du moins, bon, je parle sous le couvert de Philippe Perfettine, mais on en a discuté tout à l'heure, il le dit, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et alors, quand on relit ce que voulait faire Kubrick, donc, il commence à s'y intéresser à la fin des années 60. Donc, il sort du tournage de 2001, qui a été un tournage quand même fort. C'est un film fort, qui est parfois difficile de revoir aujourd'hui. Moi, je suis fan de Kubrick, donc je me mets dans la peau de ceux qui ne l'aiment pas. Mais un tournage qui avait coûté, écoutez bien, 11 millions. Et alors là, le studio lui dit, bon, pour Napoléon, ma foi, pourquoi pas, on t'en donne 4. Donc 4 millions pour évoquer en 3 heures, et au départ, il voulait même faire 2 fois 3 heures. La vie de Napoléon, c'était un peu compliqué pour lui. Alors, quand je dis la démesure, c'est qu'il va commencer à écrire un scénario, et surtout, il va demander à plein de gens de travailler autour. C'est la méthode Kubrick. Lui, il va lire beaucoup. Donc, il avait à peu près, je crois que sa femme disait, 500 livres sur Napoléon qu'il a lus. Et connaissant de réputation Kubrick, je pense qu'il les a vraiment lus. Et il a engagé des étudiants pour faire des fiches sur tous les personnages gravitant autour de Napoléon. Donc, on a ces traces, parce qu'il a tout mis sur c'est les fiches Bristol, perforées dans les petits tiroirs. Donc, on ouvre, et ça, les archives sont extraordinaires. Il y a de tout. Alors, sur tel grade de l'armée, sur l'armée napoléonienne, sur les personnages, les amis, les ennemis, tout le monde. Donc tout a été catalogué et bien enregistré et rangé. Et du coup, on se dit, mais comment se fait-il que ce projet n'ait pas eu lieu ? Malgré ces 17 000 images récoltées, ces 500 livres qu'il avait chez lui lus, en 73, donc ça a duré à peu près 5 ans, entre un script qui a été abandonné, il le réécrit, totalement abandonné pour plusieurs raisons. Le budget, Kubrick voulait tourner en décor naturel. Pour les batailles, il avait envisagé d'embaucher 50 000 figurants. Enfin, je ne sais pas si on se représente vraiment, parce que ça peut être 50 000 figurants quand même, c'est immense. Le tournage, alors il avait dit pour baisser les coûts en Roumanie, mais ça ne suffisait pas à faire baisser les coûts. 4 millions, je pense que le budget aurait été profondément explosé, ça aurait été difficile de le tenir. Et puis, dans la démesure, pareil, tournage à la bougie, 70 mm, avec des caméras spéciales. Bon, évidemment, ce qu'il fera après, d'ailleurs, sur Barry Lyndon, qui est un film extraordinaire. Mais là, c'était quasiment impensable. Et puis, tellement perfectionniste qu'il va embêter un historien, Félix Markham. Il tombe sur son livre, il le lit, et il l'appelait tout le temps, et c'était du style, les questions. Alors oui, mais alors sur les chevaux, qu'est-ce qu'il y avait sur les chevaux dans les batailles ? Comment je peux les habiller ? Je peux mettre... On en était là. C'est-à-dire que je me mets à la place de ce pauvre Félix, qui devait recevoir des mails ou des coups de fil de Stanley Kubrick tout le temps. Mais alors, comment j'habille le soldat ? Il y a eu des reconstitutions, des essais de costumes, tout ça a été mis en place. C'est obsessionnel. C'est de l'obsession, oui, mais ça a été abandonné, donc, pour ces raisons techniques, mais aussi parce que, malheureusement, un réalisateur a sévi en 70, que j'aime bien aussi, mais Sergei Bondarchuk, qui a sorti son Waterloo, qui a été un naufrage absolu. Donc les studios, vous comprenez bien, ont été très réticents. Kubrick, avec sa modestie habituelle, disait que c'était un film idiot et stupide. Il détestait le Napoléon d'Abel Gance. Enfin, il l'aimait pas beaucoup. Il disait non, il n'y a pas eu de grand film historique. Je ferai le seul grand film historique. Ça c'est très kubrickien, j'allais dire. Et puis j'ai pas trop dit un mot, alors peut-être sur les acteurs. Qui l'envisageait pour Napoléon ? Parce que quand on se dit, mais qui peut faire tourner ? Alors il y a des noms circulés. Alors David Hemmings, qu'on trouvait dans Blow Up d'Antonioni. On se dit pourquoi pas, mais après on a Oscar Werner qu'on trouvait notamment dans Jules et Jim de Truffaut. On en parlait tout à l'heure. Et puis alors un nom a circulé, et là moi j'en ai des frissons parce que je me dis ça aurait été exceptionnel. Jack Nicholson en Napoléon, je pense que ça. Alors il a pour l'anecdote, il a proposé aussi le rôle de Joséphine à Audrey Hepburn. C'est ce que j'aime beaucoup, qui a gentiment refusé, et la lettre sur son petit papier bleu tout mignon est dans le livre ici. Elle le refuse, sans dire trop pourquoi. Mais apparemment, dans le script, Napoléon rencontre Joséphine lors d'une orgie. Et donc, je pense qu'Audrey Hepburn, c'est quand même... Ça collait pas trop avec le personnage. Voilà, c'est un peu Hubert de Givenchy. Vous voyez, donc dans les scènes d'orgie, c'est pas trop ça. Pas. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça s'est pas fait.
On se dit que c'est bien dommage. Alors, les éditions Taschen ont fait ce livre extraordinaire qui reprend tout. Hein. Alors ça, c'est la version, entre guillemets, du pauvre. Parce que la vraie version faisait plus de 500 €. Hein. Donc, avec toutes les livres, les boîtes qu'on pouvait trouver, etc. Moi, je pense que Philippe sera d'accord avec moi. C'est un des grands regrets, quand même, de la filmographie de Kubrick, qui s'intéressait, à la rigueur, les faits historiques, bon, ça l'intéresse. Mais on a bien compris ce qui l'intéressait, c'était le personnage, le caractère du personnage. L'intérêt du XVIIIe siècle, XVIIIe et début XIXe pour Kubrick, l'histoire, la violence, tous ces thèmes que Kubrick a déjà abordés d'ailleurs dans d'autres films. Et alors, si vous me le permettez, j'ai une petite citation. Allez-y. Dans le script, un des derniers, il fait divaguer Napoléon. Ça, c'est extraordinaire. Et voilà ce qu'il lui fait dire, quand même. J'étais le plus grand esprit militaire de mon temps. Je me plais à penser que la qualité de ma personnalité, qui me mena au sommet, est aussi ce qui fit ma perte. Je suis un joueur. J'avais beaucoup d'occasions, mais j'ai continué à espérer l'impossible. Peut-être ma sensibilité était plus celle d'un poète en action que celle d'un homme d'État. Ben voilà. Donc c'est magnifique. Tout est dit. Voilà. Oui. Et ça me paraît assez juste, en plus. Je suis d'accord. Oui. Tout à fait d'accord, oui. Philippe, si vous deviez citer un film, une œuvre sur Napoléon. En film? Oui, si possible. Alors oui, je vais le faire très très volontiers. Les Exilés. D'accord. Voilà, Les Exilés. Oui, alors j'étais persuadée que vous alliez me répondre. Et Abel Gance, bien sûr. Voilà, Abel Gance. Mais d'un bout à l'autre de la chaîne temporelle, hein, voilà. C'est ça. Alors, je vous propose de regarder la bande annonce du Napoléon d'Abel Gance, justement. Alors, ce film, qui est une merveille, est un des 700 films réalisés sur Napoléon. Alors, c'est une source d'inspiration incroyable, mais c'est surtout un business très juteux. Je vous propose de regarder ces quelques chiffres des produits dérivés. Donc, 75 000 livres publiés, 700 films réalisés entre 1897 et 2015, 212 marques Napoléon déposées et plus de 63 000 objets en vente sur eBay. Alors certains atteignent des sommes folles, je pense au sabre de la bataille, aidez-moi Philippe, de Marengo, qui est parti à près de 5 millions d'euros, le bicorne qui est parti à près de 2 millions d'euros chez chez Philippe Perfetti. C'est ça, un entrepreneur sud-coréen. Alors comment on explique cet engouement qui ne faiblit pas ? Ah, c'est facile. D'abord, suivant la provenance géographique des acquéreurs, il y a le culte du petit homme conquérant. Ça, c'est valable pour les Asiatiques, encore plus pour les Japonais. L'insulaire, petit de taille, assez tonique et guerrier. Et empereur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'îles dans le monde qui ont fourni des empereurs. Il y a Hawaï, le Japon et la Corse. Ensuite, ça reste l'icône du self-made man. Hein. Voilà. Donc, tout bon chef d'entreprise qui a réussi de manière météorique peut s'identifier à au Napoléon. parcours de l'empereur. C'est intéressant de savoir si Donald Trump, par exemple, je te poserais bien la question de savoir s'il a dans ses héros favoris, peut-être, ou ses personnages historiques, Napoléon. Pour répondre à ta question, le président Macron l'a emmené aux Invalides. Oui, voilà. Donc, c'est possible, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et je vous reconnais bien là, Xavier. N'est-ce pas ? Philippe, vous aussi, vous contribuez à cette légende napoléonienne. Oui, au moins. Oui. Voilà, Merci. puisque vous avez publié un guide Napoléon, alors qu'on conseille pour, évidemment, redécouvrir ou découvrir même certains aspects de l'empereur et d'Ajaccio, donc même pour les Ajacciens et les Corses en général. Il y a plein d'anecdotes sympathiques. Et vous proposez également des conférences. La prochaine sera le 17 mai
Absolument, ça c'est dans le cadre de mes fonctions à la ville et dans le cadre de la diffusion des richesses patrimoniales d'Ajaccio. On va commencer cette année, le 17 mai, par une conférence, c'est moi qui l'assure, sur Napoléon, la Corse et les Corses, effectivement. Au musée Fesch. Au musée Fesch. Et puis 17 à 18h, je crois. Et puis, il y a évidemment le projet de musée en lieu et place de l'hôtel de ville d'Ajaccio. Où en est ce projet rapidement? On avance. Le projet scientifique a été voté il y a quelque temps déjà par le conseil municipal et monsieur le maire. Et on continue. Mais c'est long. Ça, c'est des travaux très lourds. Ouais. Allez, vous reviendrez nous en parler alors. Avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe Perfettine, de nous avoir accompagnés durant cette émission. Xavier, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.